Un dernier match tout à l'heure et ce sera fini. Cet Euro de la pandémie touche à sa fin. Vous avez suivi la compétition pour TV5 Monde, pour nous. Bonsoir Didier Roussan. Bonsoir Sylvia. Mais cette nuit, je commentais la finale de la Copa América. Ah oui, donc alors j'ai des petits yeux. Mais, avec un résultat, voilà, on va avec un bon résultat pour l'Argentine. Pour l'Argentine et pas pour le Brésil. Voilà. Mais nous, on va parler de l'Euro et on va en parler avec également depuis Genève, Massimo Lorenzi, rédacteur en chef des sports à la télévision suisse, la RTS. Merci d'être avec nous, Massimo. La finale Italie-Angleterre est tout à l'heure. C'est une belle affiche ? Oui, c'est une belle affiche. Deux équipes, une qui est allée en progressant, l'autre qui est partie très fort et qui me semble un tout petit peu ralentie, mais ça me semble être une belle affiche. J'aurais personnellement préféré Italie-Danemark pour la folie du jeu, mais Italie-Angleterre, c'est une finale de prestige et je pense que ça va être très serré et très disputé, oui. Qui est favori, Didier ? Alors déjà, je souligne que Massimo a très bon goût parce que je vois Maradona et Cruyff derrière lui. Sinon, qui est favori ? L'Angleterre, parce que pour deux raisons. L'Angleterre joue à domicile. Elle est très difficile si tu veux, à déborder. Elle n'a pas un jeu très, très spectaculaire pour le coup. C'est assez minimaliste, mais très pragmatique, mais compliqué à jouer. Elle évolue à domicile, c'est un avantage certain. Il y a une grande dynamique derrière tout ça. Et l'Italie, comme vient de le dire Massimo, a montré des signes d'inquiétude sur le plan physique lors de son dernier match, en particulier contre l'Espagne. Alors on sera fixé ce soir, et c'est donc l'heure du bilan de cet Euro. Ça a été une édition très particulière avec 11 villes hôtes éparpillées en Europe. Jouer sous le soleil de Séville ou dans la fraîcheur britannique, c'est très différent. Didier, est-ce que finalement certaines équipes ont été avantagées, d'autres désavantagées tout au long de la compétition ? Oui, les équipes qui évoluent à domicile, et en particulier l'Angleterre, qui aura joué 7 de ses 8 matchs à Wembley, ou 6 de ses 7, considérablement. Oui, absolument. Parce que le problème, si tu joues encore dans un autre pays, mais si tu vas à Bakou ou à Saint-Pétersbourg, et effectivement, tu reviens à Séville, tu vas à Budapest où il fait 35 degrés, etc., lors d'un Euro, tu peux jouer à 200 ou 300 km, mais le climat est sensiblement le même, l'environnement aussi. Oui, pour certains organismes et certaines équipes, ça a été très compliqué. Alors on va s'interroger aussi sur la pertinence de cet Euro, des rencontres dans des semi-dictatures, l'Azerbaïdjan, des sponsors controversés et non européens comme Gazprom, ou un peu pas très sportifs comme Coca-Cola. On se souvient de cette image de Ronaldo, un bilan carbone élevé. Et puis peut-être cette pandémie, on se demande si cet événement n'est pas super propagateur de la Covid-19. Autoriser 65 000 spectateurs tout à l'heure à Wembley pose question au moment où l'Angleterre connaît une flambée de Covid-19. Les précisions de Maëva de Froyenne. La joie de la victoire face au Danemark a fait vite oublier les longs mois de pandémie. À la sortie du stade de Wembley à Londres ce soir-là, les supporters anglais ne pensent qu'à la finale. Nous avons eu 1 an de confinement. C'est incroyable pour nous de pouvoir sortir et célébrer la victoire de l'Angleterre. 1 an de confinement qui n'a pas mis fin à la pandémie pour autant. Nous devons regarder bien au-delà des stades eux-mêmes, examiner ce qui se passe autour des stades, comment les gens s'y rendent, prennent-ils des mesures individuelles, que se passe-t-il après les matchs ? Malgré les règles imposées par l'UEFA, le risque de contamination est loin d'être écarté. Par exemple, l'agence de santé écossaise révélait que 1991 résidents écossais ont été testés positifs entre le 11 et le 28 juin. Tous auraient participé à des événements liés à l'Euro. L'Angleterre, la Finlande et la Russie ont par ailleurs connu une forte augmentation du taux d'incidence à la suite de ces rencontres. L'Euro 2021 est un scandale sanitaire. Le silence des autorités sportives l'est tout autant. Elle pourrait aider utilement à lutter contre la Covid en affichant très visiblement une position pro-vaccin. Au Royaume-Uni, le nombre de cas augmente ces derniers jours. Quasiment toutes les restrictions ont été levées. Ce dimanche soir, 65 000 personnes seront rassemblées dans le stade de Wembley. Mais la quarantaine a été maintenue pour les visiteurs, rendant quasiment impossible la venue de supporters adverses. Le Premier ministre britannique a appelé à la prudence, mais s'est toujours montré rassurant. Nous pouvons organiser ces événements de manière très prudente et contrôlée en testant tous ceux qui s'y rendent. Le point crucial, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que nous avons maintenant construit un mur considérable d'immunité contre la maladie grâce à notre programme de vaccination.
Un rapport publié jeudi par l'Imperial College of London constate que la hausse des cas de Covid est bien plus forte à Londres qu'ailleurs en Angleterre et qu'elle touche majoritairement des hommes, une tendance qui pourrait être liée à l'euro. Massimo Lorenzi, fallait-il maintenir cet euro ? Comme il est parti, comme il a commencé, oui, je crois qu'il fallait le maintenir. Maintenant, là où j'ai des doutes, je les avais avant, je les ai encore plus maintenant, c'est cet euro éclaté aux quatre coins de l'Europe, non seulement pour des raisons de culture footballistique, l'Azerbaïdjan n'est pas un pays de football, mais je pense que si l'on avait contenu ça dans un seul pays, la chose aurait été un peu plus sensée. Maintenant, ce variant a progressé pendant le mois qui vient de s'écouler, c'est aussi ça qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et dans le même temps, c'était la première grande fête. Les gens avaient besoin de sortir, besoin de se brasser. Évidemment, le Covid s'en mêle, le Covid continue de s'en mêler et va continuer de s'en mêler. Mais je crois que finalement, l'un dans l'autre, pour ce qu'il a procuré comme intensité, comme plaisir, comme saveur, cet euro devait être maintenu, oui, même si je sais que sanitairement, c'est une hérésie, ce que je dis peut-être. Alors, l'heure du bilan est aussi arrivée sur le plan sportif. S'il y a une équipe qui a retenu l'attention, c'est bien la Suisse qui a éliminé les Français champions du monde au tir au but après un match haletant. Mention spéciale au gardien Yann Sommer qui est sur le point de supplanter Guillaume Tell comme héros helvétique. Massimo, ça reste un des grands matchs de cet euro ? Oui, ça reste c'est plus qu'un match, c'est un grand événement. Vous savez, les Suisses sont des gens plutôt mesurés, plutôt contenus. Et pour la première fois, on a vu les Suisses se répandre dans les rues, sortir, faire la fête. C'était une surprise. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'ils allaient prendre une fessée contre la France. Donc, j'ai fait mon mea culpa. C'était une fête populaire extraordinaire. Le match a été ce qu'il a été. La France nous a un peu aidés parce qu'elle a raté son match. Mais pour le pays, pour ce feeling, ce partage, cette joie, ce bonheur collectif, c'est un moment que personne n'oubliera ici, bien au-delà du football. Didier, la France a vraiment raté son match avec du recul maintenant ? Oui, mais si elle a raté son match, la Suisse y est quand même pour quelque chose. Ils ont baissé leur garde, les Suisses y ont cru jusqu'au bout et je pense que pour eux, c'est quelque chose de très important dans le futur. Il y avait forcément un blocage psychologique en se disant, voilà, si on passe le premier tour, 8e de finale, on fait le taf. Après, il faut être raisonnable. Dans le football, il faut parfois ne pas l'être, justement, et ça les aidera. Pour Guillaume Tell, c'était un grand gardien de but, mais c'était pas facile parce que c'était avec des pommes. C'est pas pareil. C'est plus simple. C'est pas la même taille. C'est pas la même taille non plus. Comme ça. Massimo Lorenzi, cette équipe suisse qui s'est passée à cet euro, c'est un exploit unique ou c'est prometteur pour l'avenir du football suisse ? Je partage ce que dit Didier, pas tellement pour les pommes de Guillaume Tell, mais plus largement parce qu'effectivement, je crois qu'il y a un plafond de verre qui a été crevé. Cette équipe, on est une petite nation de football en Suisse, on est moins de 8 millions. Mais je crois qu'il s'est passé quelque chose de l'ordre de la confiance. On a brisé peut-être un tabou. Et maintenant, cette équipe, elle s'est décomplexée. Elle gagnera des matchs, elle en perdra. Mais battre la France, c'est quelque chose d'extraordinaire au sens premier du mot. Et je crois que ça peut casser des complexes, casser des retenues et ouvrir quelques horizons nouveaux, même si la Suisse restera un petit pays de football. Mais ça n'est pas grave d'être un petit pays. Ce qu'il faut, c'est croire qu'on est le plus grand. Les commentateurs soulignent que cette Suisse multiculturelle, comme un pays d'intégration, d'ouverture, est-ce que c'est pas une vision un petit peu rose bonbon quand même ? Non, je crois que, mais encore une fois, parce que ce pays est plus petit, il y a effectivement une manière de s'acculturer, de rentrer dans ce pays qui est peut-être plus facile que dans d'autres pays où l'on a créé des compartiments pour les étrangers. Vous savez, la Suisse est un pays feutré, c'est un pays délicat où les choses se font comme ça par goutte à goutte et ça facilite sans doute aussi l'intégration et l'immigration. Il ne faut pas être naïf, ça n'est pas facile. Je viens d'une famille d'ouvriers italiens, ça n'a pas été simple de s'intégrer dans ce pays. Mais malgré tout, la Suisse est ouverte à l'étranger. Et cette équipe de Suisse, elle est l'incarnation de cette Suisse moderne par opposition à une bonne vieille Suisse fermée et rance. Ça, c'est un peu le passé. Je crois que ce pays évolue et que cette équipe de Suisse l'a montré. C'est sans doute un peu plus facile parce que ce pays fonctionne bien. Et puis ça rappelle aussi un petit peu ce qui s'était passé en 98, quand les Français ont été champions du monde, cette France black, blanc, beurre. Oui. On va revenir à la France d'aujourd'hui. On a constaté que cela aura été une illusion, malheureusement. Voilà, mais le pays est plus grand et c'est plus complexe, comme l'explique Massimo. Oui. On revient à la France d'aujourd'hui. Didier Deschamps reste en poste. Ça veut dire quoi ? On est en train de se préparer, la France se prépare pour le mondial ?
Ça veut dire que ce n'est pas très raisonnable, c'est qu'on a l'impression que le football français est pris en otage auprès d'une personne, puisque c'est le président qui décide, même s'il a un conseil d'administration, c'est quand même lui qui décide. Et je pense que Didier Deschamps a fait son temps, il n'a plus la main avec ses joueurs, on l'a ressenti à maintes reprises. D'ailleurs, l'une des faiblesses de l'équipe de France, c'était de ne pas jouer en équipe, de ne pas faire bloc, et sur le terrain et un petit peu au quotidien. Chacun avait un peu des ambitions personnelles, enfin pour certains. Et là, je pense que c'était le moment de changer. Ça fait 9 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France. Et Louis van Gaal, un entraîneur très réputé néerlandais, a dit que ce n'est pas forcément un hasard si Loh, qui est à 16 ans, je veux dire, à la tête de la sélection allemande, Santos, depuis très longtemps, une douzaine d'années à la tête de la sélection du Portugal. Et ces 3 formations ne jouent pas en équipe. Et ça veut dire que le message, à un moment, les joueurs ont besoin aussi de voir, d'entendre quelque chose de nouveau qui les réveille un petit peu pour partir dans un nouveau défi. Et Zidane était libre et il attend l'équipe de France. Et je me dis que c'est dommage parce que c'était le moment. Ce qui n'enlève rien aux qualités de Didier Deschamps. Voilà, c'est une question de timing. À un moment, il faut savoir passer la main. Pour conclure, si on élargit donc à un an du mondial, de quoi ça augure? Massimo Lorenzi, le mot de la fin pour vous. Comment se porte après cet Euro le football européen? Bon, d'abord, je crois que c'était un bel Euro. Et je crois que ça a montré que le football européen est d'un très bon niveau. On a assisté à de très beaux matchs. Personnellement, je pense que Allemagne-Portugal était un match complètement fou, fantastique. J'ai vu d'autres matchs de grande qualité. J'espère qu'on aura une belle finale. Je crois que pour le Qatar, les équipes européennes, certaines équipes seront là, y compris la France, parce que Didier, je suis d'accord avec ce que vous dites sur Deschamps, mais enfin le réservoir de joueurs français, les talents sont tels que cette équipe-là a raté son Euro, mais je pense que c'est une petite erreur de parcours. Oui, à suivre, mais c'est vrai que le talent est là et c'est d'autant plus dommage. Et on verra ça dans un an déjà, mais déjà ce soir, la finale, pour savoir qui va le remporter, cet Euro. Massimo Lorenzi, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Genève. Et puis Didier Roustan, on vous retrouve demain. Et dans un an. Absolument.